Le cercle RH, le cercle des experts, pour balayer l'actualité. Évidemment, la réforme des retraites, avec un débat à l'Assemblée très houleux, très bordélique, je mets des guillemets, et puis des manifestations, donc un mouvement social calme, mais qui mobilise toujours, avec une légère baisse lors de la dernière manifestation, et puis samedi, un nouveau round, cette fois-ci pour permettre aux salariés qui travaillent de pouvoir redescendre dans la rue pour dire non à la réforme. On parlera de la désyndicalisation, qui vient faire écho d'ailleurs à tout cela, et puis on s'intéressera aux priorités et aux attentes des salariés. Études LinkedIn. Mes invités sont avec moi. Alban Saint-Joigny, je vous présente en premier, parce que vous rentrez dans le cercle fermé des experts, consultant Backbone Consulting, et vous avez quelques chiffres à travers vous. Ce sera l'opinion qui s'exprimera sur ce regard sur le mouvement social, sur ces manifestations. Merci d'être là. Jean-Claude Beaujour, ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat international en droit des affaires, spécialiste des États-Unis notamment, puis vous observez évidemment ce mouvement social et les débats à l'Assemblée nationale. Et puis Pierre Guillet est avec nous. Bonjour Pierre, PDG d'Ezion. Vous étiez venu nous parler de cette entreprise et président des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, que vous présidez depuis quelques mois maintenant. Commençons par les retraites. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau, alors peut-être commencer par vous, ça va peut-être nous donner un cadre, est-ce que les choses sont aussi claires qu'il y a encore 15 jours où il y avait une opinion très nettement opposée à la réforme? Est-ce qu'on a une petite décrue ou est-ce que l'opinion est toujours derrière le mouvement social, compte tenu que le débat maintenant a aussi basculé à l'Assemblée nationale? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'il y a une baisse apparente hier de la mobilisation, mais qui en réalité ne se retraduit pas du tout dans l'opinion, puisque la mobilisation est toujours aussi dense et toujours aussi intense. Il y a des oppositions marquées qui continuent de faire vivre le débat. Les Français sont majoritairement contre cette réforme, plus de 72%. 6 Français sur 10 se sentent concernés. Et ce qui est aussi un peu paradoxal. Je veux dire logique. C'est un peu logique et c'est à la fois aussi un moment assez paradoxal pour ce mouvement de mobilisation contre les retraites, puisqu'on est dans à la fois une résignation et une non-résignation. Non-résignation car aujourd'hui, on continue d'aller dans la rue. La mobilisation de samedi, paraît-il, sera plus intense que celle. En tout cas, c'est un appel des syndicats à le faire. Résignation, une grande majorité de Français aussi pensent que le gouvernement va aller jusqu'au bout de cette réforme sans prendre en considération les manifestations qui ont lieu dans la rue. On a reçu 2 auteurs qui représentaient un livre, qui venaient présenter un livre sur ce plateau. Le titre, c'était, je m'en souviens très bien, « Dialogue social, dialogue de sourds ». J'ai le sentiment que ce titre n'a jamais aussi bien collé à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire des gens qui marchent pour dire non et un gouvernement qui, globalement, cas à cas, poursuit sa route sans trop transformer le système. On peut tenir comme ça, ça peut tenir, Jean-Claude Beaujour, Pierre Guillet? Peut-être que sur le court terme, on peut tenir. Sur le long terme ou le moyen-long terme, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Vous avez dit, finalement, les gens réclament, mais en même temps, on est un peu résigné. Je pense que l'utilité de la réforme est perçue, sauf que le vrai sujet, me semble-t-il, chez beaucoup, c'est le rapport au travail. Nous sommes d'accord. Et je vois cela, y compris chez nos clients, parfois cadres dirigeants, souvent chez cadres dirigeants, pour vous dire que même à ce niveau-là, c'est pour ça que je ça qui est intéressant. Il n'y a pas que, mais même à ce niveau-là, il y a une véritable souffrance au travail. Il y a un rapport au travail qui est compliqué, une perception qui est compliquée, une fatigue. Donc envie de poser les gants plus tôt, quoi. Donc, alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens consultent notre département en droit social pour nous dire, je vais prendre ma retraite, comment est-ce que je peux recommencer à travailler? C'est intéressant. Autrement. C'est ça. Donc on voit bien qu'il y a c'est un mouvement sociétal sur lequel il faut qu'on réfléchisse et je comprends que les choses sont ce qu'elles sont et c'est peut-être ce que disent finalement cette grève mi-teintée. Un dernier point, souvenez-vous que c'est ici que j'ai eu l'occasion de dire que je m'érige contre le mot les seniors. Ça n'a pas de sens. Et j'ai redit encore sur un tweet au Premier ministre, arrêtez de dire les seniors. Les seniors, c'est indicatif de vieux, c'est indicatif de mise à la retraite. Vous ne pouvez pas dire... Il y a quelques seniors sur le plateau, si on suit les chiffres de l'INSEE. Mais justement, enfin, à part, moi j'ai parlé, je propose qu'on utilise le mot professionnel expérimenté. C'est pas simplement pour faire bien, mais c'est pour pouvoir envoyer un véritable message pour dire ce ne sont pas des gens qu'on met au rebut, mais ce sont des gens qui ont une expertise qu'on va utiliser différemment. Pierre Guillet, quand même, une question qui concerne votre organisation, votre association.
quelle est la ligne que vous portez, mais qu'est-ce que vous disent tous les membres qui sont des chefs d'entreprise? Ils vous disent le gouvernement doit tenir bon, ou vous-même vous êtes gagné par une sorte d'inquiétude en vous disant mais tout ça, on libère sa retraite à 63 ans et demi, bon là on se bat pour 64, autant de bruit pour arriver à cela? Alors nous on ne s'attache pas en fait aux mesures qui sont proposées par mais à la philosophie, parti, mais plutôt à la philosophie. En fait, pour les EDC, les retraites, c'est un bien commun. Surtout en France, où c'est une retraite collective, où on construit la retraite pour les autres, pas pour soi. Et là, on voit et on observe une absence de dialogue. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens défendent leur position, leur intérêt personnel. Ils sont campés sur leur devenir, alors que le système est un système collectif, où on travaille pour l'ensemble. Donc ils manifesteraient s'ils avaient conscience de ce que vous dites pour leurs enfants et petits-enfants, en fait. C'est ça la question, et pas pour leur propre retraite. Exactement. Donc nous, ce qui nous... moi personnellement, ce qui me sidère dans cette situation, c'est l'absence totale de dialogue. On est d'accord. Alors qu'en fait, on est face à des entités dont l'essence même est le dialogue. L'essence même. L'Assemblée nationale, c'est un espace de dialogue. Le syndicat professionnel est un artisan du dialogue. Donc là, on est dans un système qui de toute façon, quelles que soient les situations, ne va pas aboutir parce que les gens sont campés sur leur position. Et ça, c'est pas constructif. Juste un mot, Pierre, sur le rapport au travail. Parce qu'on nous dit, bon, cette réforme, de toute façon, dans 3 ans, on y revient, parce que globalement, il faudra refaire. Il faut faire une réforme plus systémique et pas une réforme uniquement sur l'âge de départ. Le rapport au travail, parce qu'on entend quand même des cadres dirigeants qui aiment faire ce qu'ils font, mais pas dans le contexte où ils le font, sans pression, sans l'espèce de verticalité hiérarchique. C'est ça les questions posées aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas en train de faire sa révolution du travail ? Si, bien sûr. Et je pense que là, on a pas mal d'outils pour revoir en fait les questions du travail, notamment... Pas abordé dans la réforme, on est d'accord. Pas abordé dans la réforme, okay. mais c'est sous-jacent et ça va être un lien peut-être avec les discussions qu'on va avoir sur les autres sujets. Aujourd'hui, je pense que la loi Pacte, qui a instauré cette idée de réflexion sur la raison d'être des entreprises, ça, c'est un vrai sujet d'attractivité de l'entreprise. Que vous portez d'ailleurs. Du travail. On porte. Qui est un sujet pour vous et auquel on a contribué. L'attractivité du travail, c'est la question essentielle. Bien sûr. Mais l'attractivité pour les jeunes, pour les personnes expérimentées, et aussi pour les personnes fragiles. On ne parle pas. Mais aujourd'hui, c'est pour l'ensemble de la communauté. Il faut, et ça peut régler le problème des retraites dont on parle aujourd'hui, il faut plus d'actifs en France. On est d'accord. Plus d'actifs. Et plus de professionnels qualifiés. Je ne mets pas senior. Juste un mot Alban pour donner la parole à Jean-Claude. Qu'est-ce que disent à travers les études d'opinion, le travail que vous faites, est-ce que vous sentez, au-delà de la revendication très catégorielle contre la réforme, est-ce qu'en dessous, il y a aussi cette espèce de souffrance dans le rapport au travail, dans la manière dont on l'exerce et la façon dont on rêverait de l'exercer ? Alors oui, et effectivement, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est la mobilisation des jeunes. Les jeunes sont très actifs et se sont très concernés par cette réforme de retraite. C'était très critiqué sur les réseaux sociaux. Des jeunes de 18 ans qui parlaient déjà de leur retraite alors qu'ils n'avaient pas commencé à bosser. Ce qui semble presque anachronique, si on peut le dire. On n'a jamais vu autant de jeunes se poser la question de ce qu'ils vont être dans 50 ans. Alors après, ça se lie évidemment avec les sujets que nous allons aborder après, le nouveau rapport au travail et les ambiguïtés de ce rapport au travail de cette génération Z qui arrive, cette 18-24 ans. Et on le sait, le salaire est important, mais c'est le sens aussi qui prime, et cela rejoint exactement ce que vous étiez en train de dire sur les entreprises à mission et le développement en France de société, qui est également un sujet qu'on suit énormément. Dernier mot sur les retraites, parce qu'on va parler de la désyndicalisation, et qui est en fait assez intimement lié à ce qu'on se raconte, c'est-à-dire les structures officielles ou institutionnelles. Les salariés, les Français leur tournent de plus en plus le dos, et pas qu'aux syndicats d'ailleurs. Vous vouliez rajouter un élément par rapport sur le rapport au travail, je pense qu'à titre de comparaison, on voit aussi ce phénomène ailleurs. Bien sûr, je citerai les États-Unis, où depuis la Covid, les gens se posent un certain nombre de questions et disent « je n'ai plus envie de travailler dans les mêmes
conditions. Alors, c'est Il vrai y a eu la grande démission. à la grande différence aux États-Unis, ils sont obligés, il faut remplir le. Il n'y a pas comme puis chez le nous les modèle aides, social le est- modèle social est pas du tout le même. Donc les gens travaillent, mais en se disant je veux vivre autrement. Il y a un vent de nouveautés et notamment porté par les jeunes générations. On n'a jamais autant, c'est très anecdotique, mais on n'a jamais autant. Moi, je l'ai vu au cours de ces derniers mois, être refusé dans des restaurants avec le restaurateur m'expliquant je n'ai pas assez, aux États-Unis, Bien sûr. m'expliquant je n'ai pas assez. Bon, je de l'ai gens entendu en pour le- France pour le aussi, hein. personnel. Non, mais c'est Ouais. c'est quelque chose d'inouï Ouais. aux États-Unis. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, en général, il y a pas de sujet là-dessus. C'est de dire, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre parce que je n'ai pas le personnel. Donc là, c'est plutôt le modèle français qui est en train doucement de faire tache d'huile aux États-Unis, parce que d'habitude, c'est les États-Unis qui nous offrent leur modèle. Le nombre de salariés syndiqués a nettement baissé. C'est très intéressant, publié par le ministère du Travail, donc c'est une étude sérieuse et neutre. Taux global de syndicalisation public-privé confondu passe de 11 à 10,3, c'est pas rien, de 2013 à 2019, et il est tombé sous les 8% dans le privé. Je me tourne vers vous. Il y a dialogue social, dialogue de sourds. Je mouline un peu la même idée, mais c'est toujours la même chose. Il y a à la fois un double discours sur les syndicats. Il y a à la fois le côté ils nous agacent, la CGT, puis en même temps, dans l'entreprise, quand on dirige une entreprise, on s'aperçoit que le dialogue social est vital et essentiel. C'est complexe, ce sujet. Les syndicats, le syndicalisme est essentiel pour assurer un dialogue. Par contre, les syndicats, en tant que tels, sont peut-être eux aussi concernés par la question de la raison d'être, de leur propre entité. Et ils devraient se la poser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on observe les chiffres que vous évoquez sur notamment le privé, on se rend compte qu'il y a une forte baisse dans le privé. C'est clair. Sans vouloir être provocateur, je dirais que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Et j'ai bien dit en préambule que moi, j'étais plutôt pour défendre le développement du syndicalisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les entreprises privées, il y a du dialogue. Il y a du dialogue entre les salariés et les employeurs. On n'est plus au 19e siècle. Et le dirigeant, il est proche de ses collaborateurs. Vous dites salarié à dessein, Pierre Guillet, parce que vous auriez pu dire il y a un dialogue entre le délégué du personnel et la direction. Vous dites salarié. C'est un dialogue direct. Un dialogue direct. D'accord, non, mais c'est ça que je... Il y a très peu de On est représentation d'accord. syndicale dans les PME et il y a des dialogues directs. Et je pense qu'aujourd'hui, les salariés vont se syndiquer quand, justement, il n'y a plus de dialogue. C'est ça. Donc Quand on est en crise. quand l'entreprise a un projet clair et embarque ses collaborateurs, eh bien, le dialogue est là. Je donne la parole à Jean-Claude, mais juste l'éclairage opinion. Là, on voit quand même, juste pour faire un éclairage pour nos téléspectateurs, unité syndicale, il faut quand même signaler que c'est très très rare, que la CFDT, la CGT, FO et les autres parlent d'une seule voix et se mettent d'accord à des dates précises et que tout le monde soit derrière la banderole. Il faut le signaler. Sur cette question de la désyndicalisation, est-ce que l'opinion sur ce sujet réagit ? Parce qu'on a vu des mouvements SNCF indépendants des syndicats, on a vu des mouvements policiers, souvenez-vous, avec des menottes posées sans passer par les syndicats officiels. C'est un phénomène, ça aussi, c'est une lame de fond, là ? Alors c'est une baisse en trompe-l'œil, en réalité, puisqu'on assiste en réalité depuis un mois à une resyndicalisation. Le chiffre 2019. 2013, 2019. Mais les syndicats sont dans un moment très fort pour eux. On n'a jamais autant vu Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT. C'est vrai. On compte en janvier plus de 10 000 nouvelles adhésions à la CFDT. Il y a la pétition en ligne sur change.org contre la réforme des retraites qui a déjà récolté plus d'1 million de signataires. Exact. Donc, CFDT qui avait perdu des des plumes. cette désyndicalisation qui intervient aussi à un moment donné où il y a eu une hausse de la précarité sur ces dernières années. Jean-Claude Beaujour, je m'autorise des manifestations sans violence. Des salariés qui manifestent dans le calme, des revendications à la télévision, parce que c'est la voix médiatique, qui sont posées avec beaucoup de sérénité, que ce soit de la CGT, de la CFDT et des autres, de la CFE-CGC et de FO. Eux aussi sont aussi un petit peu en train de faire leur révolution, de se dire on a aussi un coup à jouer et que c'est aussi notre pérennité qui est en jeu dans cette affaire. Alors, deux observations. La première,
parce que la désyndicalisation, la sursyndicalisation... En trompe-l'œil, en trompe-l'œil est importante. Effectivement, il y a une forte syndicalisation lorsqu'il y a des conflits, et puis c'est naturel, parce qu'on a besoin de s'associer à un mouvement, à une technicité, à un porte-drapeau. J'ajoute que ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est aussi le profil du patron a changé. Avant, le patron, c'était essentiellement un financier. Aujourd'hui, parfois, on a même des patrons qui sont des anciens DRH, donc le financier n'occupe pas tout. Il y a tous ces sujets d'RSE qui font que l'entreprise, le patron, les équipes sont plus sensibles au dialogue, et donc ça peut expliquer la moindre syndicalisation en trompe-l'œil, comme vous l'avez remarqué. L'enjeu, c'est le bras de fer entre l'État, le gouvernement et les syndicats, parce que l'entreprise, elle est un peu décentrée, finalement. Et sur votre deuxième remarque, qui était votre question en réalité, moi je crois que les syndicats ont bien aussi compris qu'ils avaient eu la bataille de la communication à gagner. Et donc à partir de ce moment-là, les Français, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'effectivement, on règle leurs problèmes, et quand ils ont le sentiment qu'on ne règle pas leurs problèmes, mais qu'au contraire, on est sur des batailles personnelles, politiques, etc., les syndicats l'ont bien compris, comme les partis politiques, ils ont bien compris que les Français n'entendent pas. Donc on revient... on voit les résultats de participation. On revient à l'essentiel, et effectivement, il peut y avoir des altercations violentes à l'Assemblée, et vous avez bien compris... Pour ne pas dire ridicule. Pour ne pas dire ridicule, et même ceux qui se rendent compte, une fois qu'on a fait le coup de manche à l'Assemblée, qu'on va être relayé dans la presse, parfois certains députés se posent la question de savoir est-ce que ça valait vraiment le coup, parce que ça amoindrit plutôt leur crédibilité qu'autre chose. Terminons, parce que tout ça est très lié, en fait. Il y a ce rapport, cette étude LinkedIn qui dévoile les priorités et les attentes des salariés pour 2023. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'il y a un mouvement social très fort, un refus de cette réforme menée par le président de la République et la première ministre, et on voit que 70% des actifs de la génération Z, des 18-24, envisagent de changer d'emploi au cours de l'année, contre seulement 34%. Et là, on se dit, si on essaie de relier tous les éléments, il y a à la fois une jeunesse qui veut de la sécurité, on voit les chiffres, et puis en même temps, on a une jeunesse comme ça qui dit je veux que ça bouge, je veux changer de boulot. Comment vous l'analysez? C'est compliqué à la fois pour les gouvernants, puis c'est compliqué, excusez-moi, pour Pierre Guillet et toutes ces équipes, toute association d'entrepreneurs qui se disent j'y comprends plus rien, cette jeunesse. Parlez-nous de la jeunesse, Alban. Bien sûr. Alors, cette étude, en lisant cette étude, on ne tombe pas de notre chaise, vraiment. Non, on n'a pas l'impression de découvrir. Mais d'ailleurs, c'est un classique. Elle fait écho à une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui est sortie au début du mois, qui s'intitulait d'ailleurs Je t'aime, moi non plus, avec les nouvelles ambivalences du travail, sur le fait d'ailleurs, le temps, en fait, la notion du temps, qui rentre en fait dans une valeur constitutive. Temps plus rétréci chez les jeunes. Exactement, la notion de temps libre. Zapper, slasher. Le mythe de l'homme pressé s'étiole, ce que Nicolas Sarkozy... Paul Morand. Absolument. Et ce que Nicolas Sarkozy disait, travailler plus pour gagner plus, en fait, ne résonne plus chez les jeunes. Clairement. Ils veulent leur temps libre. Mais Pierre Guillet, ça fait écho à votre réseau. Vous avez des réflexions quand vous êtes tous autour de la table au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes traversés par cette problématique. Qu'est-ce que vous dites? Alors, nous déjà, on lance un baromètre là qui va sortir bientôt sur le moral de nos membres et sur deux sujets qu'on a lancés. La formation des dirigeants pour justement les préparer mieux à tous ces sujets-là, et sur le partage de la valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que... C'est un peu un serpent de mer, ça, Pierre Guillet, le partage de la valeur. On l'entend. C'est dans vos gènes, c'est dans votre ADN. On veut s'en emparer. Pourquoi? Parce que je pense que tout ce que vous dites, en fait, moi je le résumerais par l'attractivité de l'entreprise pour tout le monde. Les jeunes en particulier, à leur temps libre, etc. En fait, nous on pense qu'il faut associer toutes les parties prenantes à la réflexion sur quel est le projet de l'entreprise. Et à partir du moment où on associe en fait les jeunes, les moins jeunes à ce projet, on va les embarquer et on va adapter. Concrètement, c'est quoi? Vous créez des comités, les salariés, j'irais au plus bas niveau de la structure, participent à des réflexions. Parce qu'il faut que ça soit concret. Une fois qu'on l'a dit, ça ressemble à quoi dans une entreprise, ça? Ça ressemble à effectivement des réflexions où l'ensemble du personnel est associé sur ces sujets de réflexion sur quelle est la mission de l'entreprise, quelle est sa vision, quel est le projet porté. Donc on associe l'ensemble des collaborateurs et on va aussi vers des solutions de partage de la valeur où on va proposer de
d'associer les collaborateurs jusqu'au capital de l'entreprise. Donc il y a les mécanismes actuels d'intéressement, de participation qu'on pousse nous à déployer au sein de l'intra-entrepreneuriat aussi, de dire tu rentres chez moi mais tu peux peut-être monter ta boîte derrière. Ou plutôt l'entreprise ou une activité au sein de l'entreprise. Au sein. Ce qui est encore mieux. Et donc ça, effectivement, c'est des solutions pour pouvoir avoir une attractivité et pour répondre à des jeunes. Parce que les questions qui se posent sont légitimes, sauf qu'ils les mettent sur la place publique, alors qu'avant, ils les gardaient pour eux, ils en parlaient entre copains. C'est vrai. Maintenant, ils les mettent sur la place publique, et comme ils considèrent qu'il n'y a pas de discussion possible ou d'échange possible, eh bien, en fait, ils s'en vont. Jean-Claude Beaujour, ça fait exactement écho à ce que vous dites, Pierre Guillet. 49% de cette génération Z ne se sent plus en confiance pour exprimer un désaccord avec leur supérieur. Ils demandent plus de flexibilité et 55% pensent qu'ils ont la possibilité de changer l'entreprise. En un mot, et pour faire simple, ils disent de la liberté, de la flexibilité, et au même moment, on a un mouvement social qui leur dit vous, de toute façon, vous allez travailler plus longtemps. Enfin, tout ça, dans le cerveau d'un jeune qui démarre sa carrière, ça n'a aucun sens. C'est pas un horizon que de dire à quelqu'un de travailler jusqu'à 65 ans. Vous êtes d'accord? On peut être pour ou contre la réforme, mais c'est pas un horizon de vie, ça. Ça n'est pas un horizon de vie. Je vais vous dire, il y a quelques années, nous avions organisé une rencontre, une réflexion comparée entre la mobilité vue côté français et vue côté américain. Et on s'est aperçu que les Français n'étaient pas moins mobiles, en particulier les jeunes, que les jeunes Américains. En revanche, ce que demandent les jeunes, quels qu'ils soient, au fond, c'est dans quel sera mon cadre de vie. Par exemple, les régions, je parle de régions territoriales, ont réalisé que pour pouvoir attirer des jeunes couples, des jeunes familles, il fallait mettre du théâtre, mettre du cinéma, mettre l'Internet, mettre ci, mettre ça. Ça n'est pas une lubie. Il ne nous aura pas échappé que ce sont aussi les générations qui suivent, toutes celles qui s'est mobilisées pour le développement durable, pour l'engagement environnemental. Et développement durable, ça n'est pas que la planète, c'est l'être humain. C'est les cadres de demain, ces jeunes. Ils disent, nous ne voulons pas vivre comme nos parents. Moi, Et donnez-nous du sens, pour conclure. Absolument. Donc vous avez des jeunes qui peuvent, y compris ceux qui gagnent très bien leur vie, peuvent en l'espace d'un après-midi vous dire, je démissionne parce que de toutes les façons, je veux donner du sens à ma vie. Et je pars m'investir au Mexique ou dans un coin du monde parce que j'y trouve du sens. Ou même en France. Ou là, à côté. Ou même à côté. Mais l'idée, c'est de dire... Vous savez, l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons, nous avons vécu des périodes de plans de licenciement, etc. Là où avant, nos parents disaient « j'ai fait toute ma carrière » et une entreprise était fière de dire qu'elle a eu un tel de 19 ans jusqu'à 60 ans, aujourd'hui ça ne l'est plus. On se sépare de vous parce qu'il y a des plans de redressement, des plans de mutation, de transformation, et de la même façon, ça crée aussi une infidélité, je dirais, c'est comme les couples. C'est ça. C'est la même chose. Les divorces n'ont jamais été aussi importants. On vit moins longtemps ensemble. On vit moins longtemps ensemble. Mais peut-être plus intensément. Et plus intensément. C'est ça. La question, c'est comment est-ce qu'on organise la vie commune lorsqu'on est pacsé, marié, ensemble, ce que vous voulez. C'est un thème de débat que vous lancez parce qu'il y a une similitude aussi dans l'explosion des couples et la manière dont on envisage sa durée de vie au travail ou dans sa vie privée cette fois-ci. C'est très intéressant. Pierre Guillet, merci d'être venu nous rendre visite. PDG des Ions, et vous êtes à la tête des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec ce baromètre qui va sortir. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, spécialiste des États-Unis, vous l'aurez compris, et merci à Alban Saint-Joigny, consultant Backbone. Avec tous ces chiffres, vous portiez sous le bras l'opinion française, en quelque sorte. Merci de nous avoir éclairés. On termine avec le ressenti des salariés. Tiens, on va rester dans le même esprit, cette fois-ci avec l'étude Robert Half. Elle est connue, cette étude, elle sert un peu comme ça de baromètre, elle aussi, et on accueille Alban Prieto.